Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube de l'École française d'astrothérapie. Et je suis là pour vous parler de l'Oedipe. Cette fois-ci, non pas l'histoire mythologique, mais de comment Freud s'est inspiré de cette histoire pour nous raconter en réalité notre propre histoire, celle de notre structuration d'enfance. Avant de vous raconter cela, je voudrais vous rappeler que vous êtes les bienvenus à commenter la vidéo, à poser des questions. Je serai ravi d'y répondre si, à l'écoute de cette vidéo, vous avez des réflexions qui viennent à l'esprit. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. Alors, l'Oedipe, c'est une histoire qui est vraiment fascinante. D'abord, parfois on appelle ça l'Oedipe et parfois on appelle ça le point de vue génétique. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le point de vue génétique? Si vous avez regardé les autres vidéos que j'ai faites sur Freud et la psychanalyse, vous avez peut-être pu entendre qu'il y a plusieurs points de vue que Freud développe pour essayer de rendre compte de ce qui se passe dans notre âme. Le point de vue dynamique, c'est-à-dire quelles sont les forces qui sont là en présence à l'intérieur de nous, la peur, la haine, l'amour. Le point de vue économique, pour savoir combien j'aime ou combien je déteste. Parfois, du coup, dans des ambivalences, quand ça s'oppose, qui est-ce qui va gagner? Parce qu'il y a plus ou moins de amour, plus ou moins de haine. Il y a le point de vue topique, pour savoir où se trouvent ces énergies. Est-ce que c'est dans l'inconscient? Est-ce que c'est dans le corps? Est-ce que c'est dans le conscient? Est-ce que c'est dans la réalité que se joue quelque chose? Donc il y a plusieurs topoi, plusieurs lieux qu'on a décrits dans une autre vidéo. Et puis je vous avais annoncé qu'on allait parler à un moment donné du point de vue temporel. À quel moment ça s'est passé? Parce qu'effectivement, quand on traverse quelque chose, quand on vit quelque chose, à 2 mois de vie, à 2 ans, à 5 ans, à 7 ans ou à 12 ans, ce ne sont pas les mêmes répercussions parce qu'on n'en est pas au même développement. On pourrait appeler ça les stades de développement psycho-affectif de l'enfant. Et l'idée de ce point de vue génétique, c'est qu'en recomposant notre histoire, on peut voir comment on a traversé ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? En psychanalyse, on appelle ça des fixations. Parfois, quand ça a été très agréable, on fixe de l'énergie là, on investit beaucoup d'énergie là. Ou quand ça a été très désagréable, quand ça a été parfois traumatique, on vient investir beaucoup d'énergie là. Et quand il y a beaucoup d'énergie fixée à un moment de notre structuration, on a tendance à régresser à cet endroit-là. Soit de manière nostalgique, parce que ça s'est bien passé et qu'on veut y revenir, qu'on a du plaisir à se remettre dans cette comportement ou dans cette ambiance un peu infantile. Je vais vous expliquer dans un instant. Et parfois parce qu'on a une contrainte de répétition, quelque chose qui fait qu'on a beaucoup d'énergie à récupérer là parce que ça a été traumatique et que du coup on régresse là où il y a le plus d'énergie à aller récupérer. L'idée donc, c'est que en fonction des différentes étapes, eh bien, on a des compétences, on a des ressources que l'on développe. Vous imaginez qu'entre 0 et 7 ans, puisque l'Oedipe pour Freud se joue entre 0 et 7 ans, eh bien entre 0 et 7 ans, l'enfant va passer par plein d'étapes. Il va acquérir des tas de ressources et des tas de qualités, des compétences incroyables. C'est même fou quand on y pense, la vitesse à laquelle nos enfants évoluent. Eh bien cette évolution-là va laisser des traces et va donner une personnalité, une certaine forme de couleur. Comment est-ce qu'on va réagir? La façon dont on a géré, la façon dont on a survécu d'une certaine manière ou traversé les difficultés de notre enfance, vient laisser une trace, une structure qu'on appelle l'Oedipe. Et cette structure-là, quand il va y avoir l'adolescence et puis après l'âge adulte, va donner une composante particulière, une personnalité particulière. Et c'est ça que je voudrais vous faire sentir. Par exemple, dans la première étape, Freud développe cette idée que le bébé est en fusion avec la maman. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. On est dans quelque chose de psychomagique. Qu'est-ce que ça veut dire psychomagique? L'idée, dans l'idéal de cette Oedipe, quand tout se passe bien, eh bien l'enfant, quand il a un besoin, il exprime ce besoin, et à peine a-t-il conscience de ce besoin que quelque chose dans le monde vient à sa rencontre pour répondre à son besoin. Sa maman qui vient lui donner le sein s'il a faim, ou sa maman qui va le coucher s'il est fatigué. Et donc, c'est comme s'il y avait un mouvement qui commence à l'intérieur de moi, et à un même moment,
à l'extérieur, le même mouvement complémentaire opposé vient répondre à ce besoin. Et donc, quand on fixe à cette étape-là, vous voyez qu'on est dans une fusion un peu confusionnelle. On a des enjeux de dépendance, cette idée de vouloir être pris en charge, d'être totalement gratifié, et d'être totalement gratifiant d'ailleurs. Parce que si maman est bienveillante, c'est que le bébé que je suis la contente, comme elle me contente. Et donc, si j'ai fixé à cette étape-là, eh bien, je vais être dans un mouvement de vouloir répondre aux besoins des gens qui m'entourent, et puis que les autres viennent aussi répondre à mes besoins, et ça peut donner des codépendances, ou en tout cas des enjeux autour de la dépendance affective. On sent aussi que si la maman n'est pas là, puisqu'il est fusionné à sa maman, eh bien que ça laisse un vide. Et que quand un enfant a une maman qui est un peu dépressive, ou qui n'est pas toujours présente, ou qui est prise par des enjeux émotionnels à l'intérieur d'elle, eh bien c'est comme si il y avait une sorte de retrait de cette fusion, et l'enfant sombre dans une sorte de néantisation, une sorte d'angoisse terrible. Et ça peut laisser des traces, et donc laisser une peur de l'abandon. Vous savez, quand, je sais pas moi, quelqu'un arrive en retard, et si c'est ma conjointe et qu'elle ne m'a pas prévenu, je me demande ce qui lui arrive, je me sens abandonné, pourquoi elle ne m'a pas averti, pourquoi elle ne m'appelle pas, pourquoi une charge émotionnelle qui vient pas forcément que de l'événement qui est là, et qui fait résonance à ce qu'il y a là dans mon histoire, dans ma structure, par exemple une fixation à cette étape 1. Je ne vais pas trop développer parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples. Des exemples, forcément, qu'on prend vraiment le temps de développer quand on est à l'EFAL, à l'École française d'astrothérapie, parce que ces enjeux ou ces projections vis-à-vis de la maman, eh bien, c'est des choses que l'on peut voir dans le thème natal, et ça peut faire gagner un temps incroyable pour mener cette enquête, pour savoir comment ça s'est joué dans la fonction maternage. C'est pas si simple de se rappeler de ça, parce que on était trop petit pour y avoir accès par des souvenirs conscients. C'est souvent dans une enquête, dans des résonances avec des symptômes ou des tendances dans notre vie d'adulte que l'on peut peut-être faire des hypothèses, qu'on a des indices sur comment ça s'est joué, en même temps que l'histoire de maman, qu'elle me raconte comment s'est passé mon accouchement, comment s'est passé les premiers mois quand je suis venu au monde, etc. Enfin bref, c'est quelque chose que l'on peut vraiment développer en astrothérapie, et là je ne fais que citer pour vous donner quelques idées. Le passage de l'étape 1 et l'étape 2 est vraiment fascinant. Imaginez, si vous êtes en fusion, vous ne savez pas où vous commencez ou où commence l'autre. Il n'y a pas de frontière. Ça veut dire que là, il va y avoir dans l'étape 2 l'apparition d'une frontière. Et il ne peut pas y avoir des fusions, il ne peut pas y avoir une frontière entre moi et l'autre sans qu'il y ait quelque chose d'absolument magique et qui s'appelle la frustration. Quelque chose là, c'est le moment du sevrage, c'est le moment où la mère a moins de temps à accorder à son bébé, et du coup quand le petit enfant vient demander, parfois il l'a pas tout de suite, et vient se déchirer le voile de la fusion. Tout d'un coup, je commence à sentir mon mal-être, ma colère, ou mon envie très forte qu'elle soit là, ou qu'elle me donne de la nourriture, ou qu'elle me couche, et que ça vient pas tout de suite, et donc il y a moi d'un côté, et l'objet de mon désir de l'autre. La présence de maman, par exemple, qui est l'objet privilégié forcément à cet âge-là. Mais pour pouvoir avoir ce désir-là, il faut que j'ai conscience de moi d'un côté et de ce qui est non-moi de l'autre. Ce qu'on appelle en psychanalyse une relation objectale à la mère. Objectale parce que je peux la prendre comme objet de désir. Si je peux la prendre comme objet de désir, je ressens la frustration et ça me met en colère, et c'est une étape dans laquelle la colère se développe, et il y a plein d'autres compétences ou plein d'autres qualités qui peuvent être là. Vous savez, c'est le moment où petit à petit l'enfant va pouvoir nommer, puisqu'il a conscience qu'il y a un objet, il va les nommer, et puis il va avoir conscience de lui, il va aussi commencer à parler de lui, d'abord à la troisième personne, puis après petit à petit en je. Et puis forcément cette colère, vous voyez qu'il y a des enjeux de frustration et d'expression de cette colère. C'est le moment où l'enfant dit non, l'enfant veut faire tout seul, et c'est le moment aussi où c'est un peu angoissant, parce que quand je veux de manière privilégiée la présence de ma mère, quel est l'objet de mon désir,
ben, il y a peut-être du temps qu'elle accorde à d'autres personnes. En particulier, dans ce triangle oedipien, ben, il y a cet homme-là qui tout d'un coup entre dans mon univers psychique et qui devient un rival, et qui est mon père. Elle passe, ma mère, du temps avec cet homme de manière privilégiée. Et donc, quelque part, il me vole du temps. Du coup, la pulsion agressive se développe. Et c'est angoissant, on va le voir dans un instant. Cette étape, alors, je ne vais pas nommer les fixations et comment ça se rejoue à l'âge adulte, parce que ça serait trop long, mais vous voyez que, quand même, exprimer une colère, comment est-ce que j'ai été accueilli là-dedans? Est-ce que j'ai été écrasé et que j'avais pas le droit d'exprimer ma colère et je suis tombé dans une castration ou dans une impuissance? Ou au contraire, on m'a laissé tout faire et je suis entré dans la toute-puissance? Ou est-ce qu'il y a eu une élégance sur contenir l'enfant pour pas qu'il se fasse mal et pas qu'il fasse mal aux autres, et en même temps ne pas totalement l'écraser? C'est votre destin. C'est-à-dire qu'en fonction de comment vous avez développé ça, ben plus tard, vous saurez ou non dire non, ou vous faire respecter, ou gérer les conflits, ou les éviter. Enfin bref, vous voyez, ils sont pleins d'enjeux, et il s'agit d'écouter la musique de ce qui s'est passé là, parce que dans votre structure, eh bien, il y a des fixations, des endroits où vous allez peut-être régresser, revenir à ces enjeux-là. C'est important aussi d'écouter cette notion, non pas pour dire ben, maintenant que j'ai compris, je suis comme ça et je serai toujours comme ça. Hein. C'est le contraire. C'est en prenant conscience de notre structure qu'on peut prendre du recul, qu'on peut s'en libérer. Ça ne veut pas dire que la structure disparaît, mais ça veut dire qu'on peut faire quelque chose de cette structure. Et ça, bon, on verra peut-être dans une autre vidéo. Juste pour nommer, parce que je ne vais pas avoir le temps de développer toutes les étapes, mais à un moment donné, le petit garçon, puisque là je suis dans le du petit garçon par commodité, ben, le petit garçon qui donc est dans une relation objectale à la mère va vouloir s'accaparer cet objet de manière constante. Et comment s'accaparer cet objet de manière constante? Ben, en étant capable de devenir la personne la plus importante au monde pour elle, c'est-à-dire de se marier avec elle. Et que du coup, si elle devient mon épouse, ben, de légitimer et d'officialiser ce rapport privilégié et durable avec elle. Quand on a 4 ans, 5 ans et qu'on veut épouser sa maman, ben, on pense qu'elle sera éternellement jeune et puis que papa, lui, va vieillir rapidement, qu'il va mourir et qu'il va laisser la place. Vous voyez, ce sont deux enjeux très différents. Mais c'est une sorte de fantasme de s'accaparer cette présence bienveillante de la mère. Un investissement libidinal à la mère, de vouloir l'épouser. Et pour ça, le petit garçon va développer des stratégies de séduction, de lui dire qu'elle est la plus belle de la terre, de lui faire des dessins, de dire qu'elle l'aime à l'infini et encore plus. Enfin bref, vous avez vu des tas de petits garçons déclarer leur flamme à leur maman, ou peut-être des tas de petites filles déclarer leur flamme à leur papa. Et donc, c'est mignon à 4 ans, à 5 ans, c'est mignon, parce qu'ils ne sont pas encore dans la moralité, et c'est pas possible de leur donner une leçon de morale sur ce n'est pas possible de se marier avec papa et maman. C'est comme de croire au Père Noël ou la petite souris, à 4 ans, à 5 ans, c'est mignon. Plus tard, justement à l'âge de raison, vers 7 ans, va se jouer autre chose. Mais vous voyez, ce moment-là, il n'est pas simple, parce qu'il y a une ambivalence, dit Freud, parce que le petit garçon, il déteste son père, puisqu'il devient un rival, encore plus un rival, quand il veut se marier avec sa mère. Et du coup, il a des pulsions agressives. Et en même temps, il aime ses papas. Parce qu'il est gentil, parce qu'il joue avec moi, parce qu'il me fait des câlins, enfin voilà. Donc il y a une ambivalence comme ça, hein, l'amour et la haine. L'amour ne pose pas de problème, quand tout va bien. La haine, ça pose problème. Si je mords ma petite sœur ou si je tape avec une pelle dans le bac à sable, eh bien, on me punit, on me dit que c'est pas bien. Alors je ne peux pas comprendre encore à 5 ans le bien et le mal et que c'est pas bien, mais j'ai bien compris en revanche que quand j'avais des pulsions agressives, ben, j'avais des punitions. Et donc l'idée c'est que si j'ai de grosses pulsions agressives envers mon papa, ben, je risque d'avoir une punition colossale. Et cette punition-là ben, tourne autour alors, du pénis, du zizi du petit garçon, parce qu'il est très attaché à son zizi, il joue au jokari avec lui et qu'il est très fier de ce qu'il a entre les jambes, et il a peur
qu'on le lui enlève, qu'on lui coupe. Parfois même, ben, les parents disent ça, arrête de jouer avec, sinon ça va tomber, ou arrête de jouer avec, sinon on va te la couper. Enfin, bref, ça peut nourrir ce fantasme-là. Et puis, c'est souvent l'âge dans lequel les petits garçons voient qu'il y a des petites filles et qu'il y a une différence qu'elles, elles n'ont pas. Est-ce qu'on leur a enlevé? Est-ce que ça n'a pas encore poussé? Donc ça les interroge. Mais c'est pas tant le zizi qui est important. Ce qui est important, c'est le phallus, c'est-à-dire cette espèce de charisme qui tourne autour de ça. Comme si le père était auréolé d'un charisme très grand. D'ailleurs, il se fait aimer par maman, donc il a quelque chose là dans ce qu'il est qui en impose. Et le petit garçon est en rivalité avec ça. Et donc surtout, ben, il a peur d'être castré de cette superbe-là, parce que en se comparant en virilité avec son père, ben, il n'est pas à la hauteur. Il est grand, je suis petit, il a des poils, je n'en ai pas. Enfin bref, dans cette comparaison, il est plus viril que moi. Et donc, d'être dans cette agressivité ou dans cette rivalité-là, c'est pas sûr que je gagne. Et donc, il faut que je puisse racheter ces pulsions agressives. Ça transforme le petit garçon en gentil garçon. Parfois, on appelle ça la position homo-érotique passive structurante. Homo-érotique parce que du coup, le petit garçon va vouloir aussi faire plaisir à papa. Passive, ça veut dire quoi? Ben, pour lui faire plaisir, je vais lui obtempérer. Quand il me dit de faire quelque chose, je vais être gentil et je vais obéir. Presque plus me soumettre d'ailleurs. Mais de bon cœur. Homo érotique passive, structurante, c'est structurant parce que quand je suis un gentil garçon et que quand on me dit de rester à table, ben c'est plus facile pour aller chez les beaux-parents ou pour, se socialiser. Donc ça structure l'enfant que d'apprendre à être un gentil garçon. Enfin bref, vous voyez que de vouloir séduire maman, d'être un enfant idéal, de vouloir être gentil, c'est aussi des choses qu'on a pu mettre en place quand on était enfant et qui a des répercussions dans notre vie d'adulte. Puis, je vais passer rapidement, il y a ce moment où l'âge de raison, où l'enfant va commencer à pouvoir entendre la différence entre le bien et le mal. Et là, va être posée la loi suprême qui est l'interdit de l'inceste. Et du coup, le petit garçon, quand il dit qu'il veut se marier avec maman, eh bien, on lui explique que non, ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les enfants n'épousent pas un membre de la famille. Il y a vraiment un interdit de l'inceste. Et puis, de toute façon, dans la réalité, ce n'est pas possible, puisque papa aime maman, maman aime papa, ils sont déjà mariés, et donc la place n'est pas prise. Elle est déjà prise plutôt. Plus tard, une place qui n'est pas prise se représentera. C'est-à-dire une femme de ton âge pourra venir à ta rencontre et là peut-être que tu tomberas amoureux et tu auras envie de fonder une famille. Mais en tout cas, c'est interdit de le faire avec un membre de la famille. Et cette transmission de la loi, c'est la loi du père, c'est essentiel parce que l'enfant va pouvoir comprendre. Souvent, il pose beaucoup les questions pourquoi à cette étape-là. Il va comprendre qu'il y a du bien et du mal. C'est-à-dire que plutôt que simplement se soumettre, il va commencer à pouvoir obéir. C'est-à-dire d'intérioriser l'ensemble des règles qui lui sont posées. Ce n'est pas que l'interdit de l'inceste, c'est l'ensemble des règles. Vous voyez bien à 7 ans à quel point les petits garçons, les petites filles sont parfois extrêmement pointilleux. Quand ils ont entendu la maîtresse qui disait qu'il ne faut pas boire parce qu'on devient alcoolique et qu'ils vous voient en train de boire, ils vont dire « Ah, mais la maîtresse, elle a dit que c'est pas bien parce que... » Ou si vous avez donné une règle et que vous transgressez la propre règle que vous leur avez posée, vous allez avoir une bonne leçon de morale, parce qu'à 7 ans, c'est très très important. Ou si vous trichez dans un jeu de société, ils vont tout de suite le voir et le dénoncer. Parce que c'est le moment où ils intériorisent la loi, où ils introjectent la loi. Et c'est l'âge de raison. Et il se passe quelque chose là qui vient comme finir une structure, la structure névrotique, puisque avec le bien, le mal, ils vont aussi développer la capacité de censurer, de refouler, enfin bref, des choses qu'on verra à d'autres moments ou à d'autres vidéos. S'ensuit une période de latence, et puis il va y avoir l'adolescence. Et à l'adolescence, par la force des hormones qui vont remettre en question toute cette structure, ben, il peut se rejouer en accéléré des tas d'enjeux qui s'est joué entre 0 et 7 ans. Mais l'idée fondamentale de l'Oedipe, c'est que ce point de vue génétique, c'est-à-dire l'histoire qui a été la vôtre entre 0 et 7 ans, eh bien, a laissé des traces. Et qu'en fonction de comment vous les avez vécues, vous avez développé des qualités et qui marquent votre personnalité et qui
se rejoue forcément dans des enjeux de vie adulte. D'où l'importance de connaître cette histoire et de pouvoir faire des liens avec des automatismes. Et quand on est dans des automatismes, on n'est pas vraiment libre, on est un peu marionnette de notre inconscient et de nos enjeux intérieurs. Et puis, parce qu'on apprend, parce qu'on comprend d'où est-ce qu'on vient et comment c'est structuré, ben on peut peut-être faire quelque chose de bien de cette histoire de manière libre, inspirante et créative. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la forwarder si ça peut intéresser des gens autour de vous. Et puis, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir.